Ces trois pays qui sont sous le coup des sanctions de la CEDEAO, est-ce qu'ils ont véritablement les moyens de résister et jusqu'à quand? Il faut croire en votre armée, il faut croire à votre peuple. Notre président, c'est un chef militaire. Lui et ses compagnons, l'équipe qu'il dirige, ils ont fait plus de la moitié de leur vie sur le terrain militaire. Deuxièmement, vous savez que dans un pays, les militaires, c'est une partie de la population. Quand il n'y a pas de stabilité, ça empêche que les militaires se concentrent sur le travail. Et donc, pour que tout arrive dans le sens que le peuple souhaite, il faut que le peuple croie à lui-même et transmette cette confiance-là à son armée. Nous avons choisi le 14 janvier pour les raisons qu'on a expliquées comme la journée de la souveraineté retrouvée. Récemment, j'ai dit à des collègues que notre armée nous a restitué non seulement notre souveraineté, accompagnée de notre peuple, mais nous a donné la confiance. Avec la confiance, rien n'est impossible pour les peuples. Vous savez, au Mali, il y a 2 ou 3 ans, on a dit à tout le monde qu'un pays africain ne peut pas vivre sans l'aide extérieure dont vous venez de certains. On nous a tout coupé. Et pendant ce temps, nous nous sommes organisés. Notre peuple a fait bloc majoritairement autour de ses dirigeants. Nous avons mis la sécurité en priorité. Dans le programme d'action gouvernementale chez nous, l'axe numéro 1 sur les 4 axes, c'est d'abord la sécurité. Nous avons donné tous les moyens dont le pays disposait à notre armée. Et nous avons inversé la tendance aujourd'hui. Il y avait un moment où on tuait 40, 50, 60 militaires dans un cas. On rasait un village, 140 personnes. On ne pouvait rien faire. Nous n'avions même pas les moyens de déplacement pour aller secourir notre armée. Pour même parcourir certaines parties de notre territoire, les survols, il fallait demander l'autorisation à d'autres. Parce qu'on nous a dit ça, l'extérieur, on ne peut rien faire. On a décidé non. Le peuple malien a dit non. Et en un an, j'explique aux camarades, nous avons équipé notre armée plus que les 30 dernières années réunies, sans l'aide de personne, avec l'argent des Maliens. Nous avons augmenté de 200 milliards, plus de 200 milliards. On a amélioré les conditions de vie des travailleurs. Mais pour cela, nous avons d'abord eu confiance en nous-mêmes. Nous avons remarqué que tout ce que nous donnons à notre armée, elle fait son boulot. Donc ce que je recommande, il faut avoir confiance en soi. Quand les Africains auront confiance en soi, ils comprendront qu'ils peuvent tout résoudre. Rien de l'extérieur ne viendra nous sortir de la pauvreté. Beaucoup de chefs d'État d'ailleurs le disent, je ne sais pas pourquoi ils font des discours contraires souvent. Ils disent que l'aide extérieure n'a jamais développé un pays. Soyez sûrs, dans quelques mois, c'est le Burkina qui va donner l'exemple à d'autres pays. Et ensemble, nous allons dire à d'autres, croyez en votre force, les Africains. Vous avez tout chez vous pour vous développer. Donc la confiance, c'est extrêmement important. En plus, la souveraineté retrouver, c'est-à-dire votre chef d'État, le chef suprême des armées, au Burkina, au Mali, dans un autre pays, peut décider d'aller sur son territoire quand il veut, au moment où il veut, sans demander l'autorisation d'une puissance étrangère. En plus de cela, il faut redonner confiance au peuple. Quand vous avez confiance, rien n'est impossible. Chez nous, d'ailleurs, on dit découragement n'est plus malien maintenant. Et je crois au Burkina aussi. Découragement, là, c'est ailleurs, ce n'est plus chez nous. Monsieur le Premier ministre, j'aimerais vous entendre sur la question de l'exploitation minière au Mali et au Burkina Faso. En quoi est-ce que c'est important pour les 2 pays de prendre cette question comme un défi commun? Chaque pays fait ce qu'il peut. Je viens de vous expliquer comment nous nous en sommes sortis pendant l'embargo. Grâce à la mobilisation de notre peuple. Toutes les couches, les syndicats, les religieux, les opérateurs économiques surtout, parce que c'est eux qui fournissent la population en denrées alimentaires. Et pour cela, il a fallu, notre armée aussi, pour cela, il a fallu que le leadership change. C'est le même pays, les mêmes citoyens, avec moins de moyens. Donc, il faut prendre ces richesses chez soi. Les Burkina et le Mali ont cette caractéristique. Le coton et l'or, quand on parle de ressources minières, on parle beaucoup de l'or, mais chez nous, il y a beaucoup d'autres ressources minières qui peuvent faire que nos pays vont se développer, je crois, à une vitesse accélérée dans les années à venir. Donc ces ressources-là, si on les prend chez nous pour résoudre nos problèmes, c'est le problème de qui? Les ressources minières font partie des richesses de notre population. Donc ce que je peux dire là-dessus, pour répondre à votre question, c'est que nos gouvernements doivent avoir, au nom de leur peuple, la liberté de disposer de ces biens et les utiliser au service exclusif de la population. Personne d'autre, sauf s'il veut juste épiloguer, n'a le droit de censurer ce que le peuple veut faire de ces richesses-là. Ces richesses nous appartiennent, nous en ferons ce que nous voulons. D'ailleurs, au Mali, nous voulons créer une société minière qui sera une société d'État. Ça s'appelle la SOREM. Nous avons compris que dans certains domaines, il faut que le pouvoir régalien de l'État s'exerce. Parce que tant que tout va bien,
on est content. Quand ça ne va pas, on cherche l'État. Quand tout va bien, on essaie de délégitimer l'État. Et ceux qui nous enseignent cela, quand ça ne va pas chez eux, c'est les premiers à secourir leurs grandes banques, leurs grandes entreprises. L'État intervient, mais chez nous, on nous dit que l'État ne doit rien faire. Il doit aller se promener et laisser le pays comme ça. Ça, c'est terminé chez nous. Et je crois chez vous aussi, d'après les informations que j'ai, les dirigeants ont pris conscience qu'il faut que les ressources des pays soient à la disposition des populations de ce pays et pas quelqu'un d'autre. Justement, est-ce que vous voulez dire qu'il ne faudrait plus accorder une place aux investisseurs étrangers dans ce domaine? Non, au contraire, un investisseur qui vient, vous savez, c'est des opérations qui demandent de gros moyens que les États n'ont pas souvent. Un investisseur qui vient, nous discutons. S'il s'entend avec le gouvernement et le peuple, il n'y a pas de problème. Parce que là où l'État ne peut pas tout faire, il faut que le privé intervienne. Je ne suis pas en train d'expliquer que les privés ne doivent rien faire. Au contraire, on remarque globalement que le monde s'est développé à partir de la combinaison intelligente entre le privé et l'État. Ce que je veux dire, c'est de ne pas délégitimer les États quand ça arrange certains, en disant que tout doit être privatisé, y compris les secteurs stratégiques. On nous l'enseigne, mais ceux qui nous l'enseignent ne font pas ça chez eux. C'est ce que je veux dire. Sinon, les privés aujourd'hui, je viens de vous expliquer comment le Mali a résisté à l'embargo, et c'est le secteur privé malien. Cette initiative, ce dynamisme-là, qui existe chez le privé, il faut que l'État le cherche, l'allie à ses options stratégiques dans l'intérêt supérieur des populations. Alors, il faut terminer. Si vous avez un message commun à adresser au peuple malien et burkinabé, que diriez-vous dans ce contexte précis? J'ai indiqué tout de suite que les peuples existaient depuis des années, les richesses existaient, les volontés populaires existaient. Il a fallu deux choses. Que nous prenions conscience que le tourisme risque de disloquer nos États. Il est en train de s'étendre du nord du Mali, c'est arrivé au Burkina. Il y a quelques années, ce n'était pas pensable. C'est descendu vers le golfe de Guinée. Le terrorisme ne laisse personne. Tout pays qui pense se protéger en affaiblissant les autres, il se trompe totalement de combat, d'adversaires. Les peuples, ils ont déjà compris. J'en appelle donc à ce que beaucoup fassent comme nos deux pays. Parce que le leadership, que les leaders écoutent leur peuple. Que veut leur peuple? Quelles sont les priorités de leur peuple? Et les suivre. En les suivant, ils ne vont pas se tromper. Ni de combat, ni d'adversaire. Les peuples ne se trompent pas. Donc j'invite à plus de cohésion, à forcer encore les dirigeants à accélérer le processus d'intégration entre le Mali et le Burkina, d'intégration africaine. Parce que depuis 60 ans, nous ne parlons que de ça. Il faut maintenant que la nouvelle génération pose des actes, quitte à ce que ceux qui viennent après avancent parce qu'ils ont le soutien populaire et ne peuvent plus retourner en arrière. Et nos peuples sont déterminés, nos dirigeants sont déterminés en cela. Espérons que des traces historiques seront laissées dans les années à venir. Et cela, nous le devons grâce à nos peuples, grâce au leadership aujourd'hui que nos deux pays ont. Merci à vous et bon retour à Bamako. Merci beaucoup.